Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. On est ravi de vous accueillir aujourd'hui. Je suis accompagné de Nadia Patel, directrice du pôle B2B du prestigieux institut Opinionway. Bonjour. Et je suis Stéphane Nodin, donc directeur commercial et marketing de Saouti. Un petit mot d'introduction avant de passer la parole à Nadia. Bon, vous savez, Saouti est un acteur de l'audio digital depuis 2009. Euh, on intervient dans une logique principalement B2B. Et s'il est vrai que les usages en matière de consommation du format audio digital, du podcast et de la web radio a très fortement évolué toutes ces dernières années, les métriques et les principales études qui portent sur le sujet, qui sont tout à fait intéressantes, hein, qui sont portées par Médiamétrie, par Avas Paris, par l'ARCOM également et quelques autres instituts, eh bien finalement, elle s'intéresse principalement à un usage B2C, donc finalement la consommation qui est faite de ces supports par le grand public. Alors c'est très intéressant, c'est vrai. C'est intéressant d'ailleurs même pour nous, puisque bon nombre de nos clients adressent d'ailleurs le grand public, donc c'est important pour nous de comprendre ces dynamiques-là. Mais néanmoins, ce qu'on a voulu faire avec OpinionWay, cette fois-ci, c'était de mieux comprendre ce qu'il y avait dans la tête des décideurs, donc des acteurs économiques, principalement nos clients, et la façon dont ils considèrent finalement ces formats-là dans leur logique de communication, dans leur stratégie de communication, que ce soit pour servir leurs enjeux en termes de communication de marque, leurs enjeux RH en termes de communication interne. Et donc, c'était pour nous très important d'avoir une meilleure compréhension de ces points-là. Et pour ce faire, il nous semblait essentiel de s'adosser à des professionnels. Et donc, effectivement, assez naturellement, on s'est tourné vers Opinionway, qui pour le coup apporte une méthodologie et une très grande crédibilité à la démarche. Et donc, c'est ça qu'on a voulu faire et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, en illustrant aussi par quelques exemples qu'on a pu rencontrer et qu'on rencontre avec certains de nos clients. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des vraies données significatives sur finalement l'évolution de ces usages dans une logique vraiment B2B. Voilà, donc c'est l'Observatoire B2B de l'audio digital, l'édition 2025, avec Nadia. Merci beaucoup Stéphane. Je suis ravie de présenter les résultats de cette étude très intéressante. On va commencer par un point de méthodologie, puisque pour réaliser cette enquête, on a interrogé un panel composé de 200 décideurs marketing, communication, RH dans des ETI et des grands groupes français. Donc c'est une enquête qui a été réalisée en ligne au printemps dernier et donc qui va nous permettre de faire un état des lieux du sujet de l'audio digital en entreprise du point de vue des décideurs. Juste rapidement, je vais quand même passer sur le profil de l'échantillon. Donc notre échantillon est composé pour un quart de responsables RH, de décideurs dans les sujets marketing, communication, médias. Donc ça donne un petit peu une idée du panel qui est interviewé et on voit que ces décideurs sont aussi bien impliqués dans des sujets de communication interne que de la communication externe, donc auprès de leurs cibles ou des clients, des clients. Et on a évidemment, nous, assuré la représentativité de cet échantillon sur des critères de taille salariale et de secteur d'activité. Donc, sur les ETI et grandes entreprises françaises, l'échantillon est représentatif sur ces critères-là. Et on va rentrer dans le vif du sujet en commençant par parler de l'usage de l'audio digital dans les ETI et grandes entreprises françaises. Et on a commencé par demander en fait à notre panel quels étaient les types de canaux qui ont déjà été utilisés dans le cadre de leur campagne de communication. Et ce qu'on constate, c'est que on a un panel de canaux qui est déjà utilisé par nos répondants, avec l'affichage et la vidéo en tête, qui sont donc des canaux très démocratisé dans trois quarts des entreprises qu'on a interviewées, l'événementiel, l'écrit évidemment, et puis l'audio digital qui complète cette palette de canaux utilisés par quasiment une entreprise sur deux. Donc
pour le moment une entreprise sur deux, et on voit surtout que nos entreprises qui utilisent l'audio aujourd'hui utilisent plus de canaux en moyenne. Donc ce qu'on comprend de ce résultat, c'est que l'audio vient compléter en fait la palette de canaux déjà utilisés par nos répondants. Et puis, de façon un peu plus précise, on leur demandait à nos répondants qui utilisent l'audio s'ils avaient un usage du podcast et de la web radio, et on voit qu'effectivement, ce sont des formats qui sont très utilisés, et on comprend en fait que pour les grandes entreprises et les ETI, en réalité, c'est de l'audio digital, clairement, puisque on a 77% de nos utilisateurs audio qui utilisent le podcast, 5% qui utilisent la web radio. Donc finalement, 97% des utilisateurs audio qui le font effectivement avec des supports digitaux. Et on leur a demandé à ces utilisateurs auprès de quelle cible est-ce qu'ils utilisaient ce canal-là. Et on voit effectivement que la première cible, ce sont les décideurs pour 70%, la cible grand public à 65% et les salariés de leur entreprise à 55%. Oui, alors ça c'est intéressant d'ailleurs parce que finalement, et ça on peut en témoigner puisqu'on est finalement étant né en 2009, on a une expérience finalement qui est assez significative. Et dès les années 2010, hein, assez clairement, finalement, les premiers à s'être intéressés à l'audio digital, à s'être approprié ce format-là pour communiquer, eh bien finalement, ce sont les directions de la communication interne des grands groupes dans le domaine de l'industrie variable, dans le domaine des télécoms, dans le domaine de la banque et de l'assurance. Et ce sont eux les premiers qui ont vraiment souhaité faire de la web radio ou du podcast, et parfois les deux d'ailleurs, l'un n'empêchant pas l'autre, dans une logique d'accompagnement des collaborateurs pour donner la parole aux collaborateurs, pour annoncer des plans de réorganisation, communiquer sur la stratégie, faire le bilan des actions passées et faire se découvrir les métiers entre eux dans des très grands groupes où plusieurs métiers cohabitent. Et donc, c'est vraiment eux qui l'ont fait en premier, avant même, on va dire, de la communication externe, la direction de la communication de marque, et avant les médias eux-mêmes. Et ce qui est assez peut-être surprenant, et pour autant, c'est bien ce qui s'est passé toutes les dernières années. Et aujourd'hui, on a un engouement pour le format audio, pour adresser des logiques de communication de marque, bien entendu, mais on continue aussi à faire beaucoup de communication interne avec ce format-là. Absolument. Et quand on leur demande finalement à nos décideurs qui utilisent l'audio digital aujourd'hui quelle est la part de leur budget de communication qui est consacrée, on se rend compte que finalement, pour 37% des entreprises, ça représente plus de 15% de leurs investissements. Et donc, c'est-à-dire que pour 2/3 d'entre elles, ça représente moins de 15% de leurs investissements en communication. Donc, en fait, une proportion qui est encore assez mineure dans les investissements. Et on le voit d'ailleurs de façon un peu plus précise, en tout cas numéraire, quand on regarde effectivement ce que ça représente. Donc en fait, sur ce graphique-là, on a découpé la part d'investissement en communication donc, que vous retrouvez en abscisse, donc le budget global investi en communication, et on a projeté ce que représentaient les investissements en audio digital. En fait, on se rend compte que de façon très naturelle, évidemment, plus le budget de communication est élevé, et évidemment, plus le budget consacré à l'audio digital est important. Et on voit qu'il y a une accélération, effectivement, quand les budgets commencent à grossir de façon importante sur la part que ça peut représenter aujourd'hui dans les entreprises. Et puis, ce qui était intéressant de demander également, c'était finalement une part des budgets qui est allouée à l'audio digital, mais dans cette allocation, comment se répartit aujourd'hui ce budget entre la production et la promotion de contenu. Nos clients ont ces problématiques-là parce que pendant très longtemps, on focalisait les budgets sur la production. Et en revanche, la dimension promotion et médiatisation était pour le coup assez peu intégrée dans les réflexions, et ça a été le cas pendant longtemps. Et c'est le vrai, à la fois quand on fait
de l'audio digital pour adresser son marché dans un mode B2C, où il faut être présent sur l'ensemble des carrefours d'audience, les plateformes de streaming, les réseaux sociaux, tout type de dispositif digital qui correspondent aux endroits où se rend votre audience. Mais c'est vrai aussi dans des logiques de communication interne, ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, un contenu, aussi qualitatif soit-il, à partir du moment où il est connu, il a beaucoup plus de chances finalement d'être écouté et de connaître le succès escompté. On a ensuite dédié quelques questions justement à la perception de l'audio digital par nos décideurs. Donc on a commencé par poser quelques questions concernant les freins qui pouvaient être rencontrés ou anticipés, et notamment sur notre cible de répondants qui n'étaient pas utilisatrices de l'audio digital. Donc c'était intéressant de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui les bloque avant de passer à l'action. Donc on a d'abord demandé quels seraient pour eux les éléments qui les inciteraient à choisir l'audio digital. Donc, quels sont les leviers qu'ils identifient à l'audio digital. Donc, assez massivement, puisque quasiment la moitié de nos répondants non utilisateurs confirment, en tout cas pensent que l'audio digital est un moyen de se différencier sur un marché. Donc, en tout cas, c'est un canal qui est aujourd'hui bien identifié pour créer la différenciation avec ses concurrents, donc permettre de s'identifier fortement sur un marché. Et puis, les leviers sont assez nombreux, finalement, on le voit. Donc, le passage à l'action, aujourd'hui, il est clairement motivé par des choses qui ne sont pas liées à l'usage de l'audio digital, puisqu'on le voit, finalement, il constate, en tout cas, il considère assez massivement que c'est un format qui permet, qui est accessible et qui permet une écoute possible partout. Donc, on parle de mobilité de format, de plus de liberté de ton, là aussi, de créativité dans les messages. C'est aussi, pour un tiers de nos répondants, un média d'accompagnement, un média considéré comme étant moderne et innovant, qui permet de créer du lien de proximité avec l'audience. Donc, on voit en fait que, donc, en moyenne, il nous cite 3,2 leviers de bénéfices de l'audio digital. Donc, en tout cas, il n'y a pas de sujet aujourd'hui concernant les bénéfices que cela peut engendrer pour eux. Oui, et là, je peux rajouter juste deux petits points. On parle de capacité à se différencier sur un marché. Et là, typiquement, on a un de nos clients qui est une institution publique, le Centre national de la formation des agents territoriaux, typiquement, et les centres de gestion qui y sont associés. Typiquement, l'une des réflexions que me faisait un de nos interlocuteurs, c'est de dire, finalement, adopter l'audio digital et proposer l'audio digital à notre environnement, c'est aussi pour nous une manière de nous montrer innovants. Et c'est important en termes de recrutement, puisque la fonction publique a du mal à recruter. Il y a une logique, il y a un petit peu on va dire, un regard qui n'est pas toujours positif, on va dire, sur ce secteur-là. Et pour lui, très clairement, c'était une manière d'aller au-devant de jeunes diplômés et de leur montrer finalement que l'institution, elle était dynamique, elle était au service des citoyens et elle se mettait en tête d'adopter finalement les mêmes codes de langage et les mêmes types de formats pour pouvoir justement établir un dialogue et favoriser justement finalement on va dire le remplacement petit à petit des différents cadres de ce centre de gestion. Donc ça, c'était très intéressant. Donc c'est une capacité aussi à se différencier, voilà, par l'innovation. Et puis un deuxième point sur l'accessibilité et la mobilité du format. C'est vrai que, dire que le podcast, d'une manière générale, c'est un format qui répond très très bien à des contextes d'usage en situation de mobilité, notamment de mobilité active, bien sûr. Et c'est en cela que on favorise finalement un accroissement de son audience en allant chercher des gens qui, dans un contexte d'usage précis, vont plutôt adopter ce format-là plutôt que les autres formats. Donc c'est pas une rivalité entre les formats, c'est bien une complémentarité et un accroissement de l'audience globale avec ces formats-là. Oui, ça confirme en fait les résultats qu'on a vus au tout début finalement de cette présentation sur le sujet de la complémentarité. On voit les utilisateurs de l'audio digital aujourd'hui le font pour compléter leur palette de canaux de communication, et c'est ce que tu expliques clairement avec cet exemple. Et puis, donc on a demandé aussi à nos non-utilisateurs de l'audio digital aujourd'hui ce qui pourrait les pousser à passer à l'action. Donc évidemment, le premier sujet, comme très souvent dans les études, concerne le coût, le budget. Donc aujourd'hui, ils estiment en tout cas qu'une baisse de coût
ou une augmentation de leur budget de communication pourrait permettre de passer à l'usage, donc d'utiliser l'audio digital. Et puis la hausse d'audience aussi, qui est mentionnée par un répondant sur 6. Et puis, de façon un petit peu plus marginale, plus de communication, de publicité, avoir des retours donc d'expérience, qu'on fait aussi avec ce type d'études, avec ce webinaire, et puis avoir un bon ROI financier, mais on y reviendra un peu plus en détail. Ouais. Et puis finalement, ce qu'on constate, nous, c'est que ces freins, ils sont en réalité dépassables, puisque si on écoute nos utilisateurs d'audio digital, ce qu'ils nous confient, c'est que ce qui les a poussés à choisir l'audio digital, et comme tu le disais Stéphane, c'est le côté moderne et innovant, comme tu l'expliquais avec, Oui. avec ton exemple, et puis la liberté de ton, de créativité dans le message aussi, qui est plébiscité par nos utilisateurs, et le fait justement que ça puisse aussi créer un lien de proximité avec l'audience. Donc c'est des sujets qui sont très liés, on touche une audience élargie, qui a des usages différents de celles qu'on arrive à toucher via des canaux un peu plus traditionnels. On peut justement gagner en liberté de tonalité et donc créer une proximité plus forte avec son audience. Ça, c'est des éléments en tout cas qui ont été incitatifs pour nos décideurs qui sont aujourd'hui des utilisateurs de l'audio digital. Et puis, finalement, quand on cherche à comprendre quels sont les objectifs qui sont poursuivis par les utilisateurs et quels pourraient être les objectifs identifiés par les futurs utilisateurs, on se rend compte que finalement les objectifs sont relativement similaires. En tout cas, l'audio digital a une compréhension dans la possibilité des objectifs à atteindre, qui est partagée aussi bien par des connaisseurs que par des non-connaisseurs. On comprend aujourd'hui que, de façon assez unanime, que c'est un moyen d'améliorer l'image de marque, et ça, pour le coup, c'est vraiment très marqué côté utilisateur, donc ça a vraiment un impact, on l'a vu, le côté innovation, modernité, etc., qui joue beaucoup. Ça contribue à l'acquisition de nouveaux clients. C'est le deuxième objectif qui est poursuivi aussi bien par nos utilisateurs que perçu par les non-utilisateurs. Et puis, ça permet d'améliorer sa notoriété également, donc pour 61% de nos utilisateurs. Il y a quand même un sujet qui est très fort en fait dans cette liste d'objectifs, c'est clairement un sujet d'image de marque et de fidélisation. Et on voit que clairement, qu'on soit passé à l'action ou pas, on identifie bien l'audio digital comme un canal qui permet justement de travailler son image et de fidéliser sa communauté, donc que ce soit ses clients, ses salariés, etc. Donc il y a vraiment un aspect assez fort, en tout cas sur les sujets d'image et de fidélisation, qui est remonté de la part des décideurs. Oui, ce que je peux juste ajouter, c'est qu'effectivement, finalement, prendre la parole sur son sujet de prédilection, finalement, c'est de nature à crédibiliser finalement le rôle de l'acteur économique auprès de son audience, auprès de son marché, et effectivement d'établir une proximité et de faire référence. Et effectivement, faire référence quand on adresse une problématique sur un marché donné, c'est toujours positif, et ça permet de renforcer très grandement l'image, la crédibilité, et donc de manière indirecte, mais finalement de manière assez concrète quand même, de favoriser les succès commerciaux par la suite. Enfin, il y a vraiment une relation extrêmement forte. Absolument. Et d'ailleurs, si on continue, on voit que les principaux bénéfices qui sont constatés par nos utilisateurs concernent des KPI finalement très business, très orientés business, puisque l'augmentation du chiffre d'affaires, c'est le premier bénéfice associé par nos utilisateurs d'audio digital. Donc, ça confirme vraiment ce que tu viens de nous partager. On le voit côté utilisateur, c'est moins finalement c'est moins bien identifié côté non-utilisateur, donc ça peut aussi faire partie des freins, on l'a vu précédemment. Le ROI est un sujet, en tout cas pour les non-utilisateurs, quelque chose qui peut encore les freiner. Pour autant, les utilisateurs, eux, constatent, et c'est le premier bénéfice constaté d'ailleurs, une augmentation de leur chiffre d'affaires, donc pour 56% de nos utilisateurs. Et puis on l'a dit, évidemment, l'amélioration de la notoriété, mais ça qui est assez partagé, en tout cas par le marché, l'amélioration de l'image ou l'adhésion à la marque, là aussi, qui est très constatée. Et puis finalement, on a, comme je disais, un vrai sujet business, puisque
l'engagement de la cible, la génération de leads plus qualifiés sont là aussi des éléments qui sont vraiment partagés par les utilisateurs et puis par ceux qui font de la communication interne, qui ciblent en tout cas leurs salariés. On voit aussi, et là de façon assez forte, un meilleur engagement des collaborateurs ou de cohésion interne. On a vu en tout cas que c'était un canal qui était utilisé en interne, qui avait des usages même historiques en interne, et on voit que ça contribue fortement en tout cas à l'engagement des collaborateurs. Oui, tout à fait. Et dans des périodes de crise, alors des périodes de crise ou des périodes pas faciles, je pense par exemple, effectivement, la période du Covid et du confinement, c'est vrai en fait, nous, on a énormément travaillé finalement, et on a beaucoup accompagné des grands groupes dans leur stratégie de communication interne, où l'audio a été plébiscité. Alors non seulement parce que c'est effectivement un canal qui est pertinent dans un certain nombre de cas d'usage, ça c'est clair, mais en plus il y avait une dimension technique assez forte, c'est-à-dire que les systèmes d'information et les réseaux des entreprises étaient dimensionnés pour faire de la vidéo pour on va dire 2000 personnes sur les 40 000 personnes d'un grand groupe, mais certainement pas pour pouvoir faire de la vidéo temps réel avec la totalité des collaborateurs. Or, ces communications qui souvent se faisaient en live avec les comités de direction, les COMEX, qui invitaient ainsi l'ensemble des collaborateurs et partager des informations assez clés en termes organisationnels, temps de travail, le chômage partiel, etc. Finalement, l'audio a été extrêmement utilisé dans ces contextes-là. Et donc, c'était un grand boost. Et ça vient en plus des qualités intrinsèques qui sont propres à l'audio. C'est vraiment, c'était très intéressant de ce point de vue-là. Ouais. Finalement, on a voulu comparer l'efficacité perçue de l'audio digital face aux autres médias, et donc on a demandé à nos répondants, à nos panels de décideurs, on a listé des bénéfices, on leur a demandé pour eux quels étaient les médias qui leur semblaient le plus efficaces pour atteindre ces objectifs. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'audio digital arrive en tête sur les sujets de adresser un usage mal couvert par d'autres formats. Donc, on voit que 39% de nos répondants, qu'ils soient utilisateurs ou non d'ailleurs, estiment que c'est le meilleur moyen, le meilleur canal pour couvrir un usage qui n'est pas encore adressé par d'autres formats. Générer des leads plus qualifiés, on l'a vu, un enjeu vraiment business pour le coup, et ça pour le coup l'audio digital est vraiment pour eux le canal identifié comme étant le plus performant sur la génération de leads qualifiés. Et puis sur le fait de pouvoir créer de la proximité entre la direction et les collaborateurs, là on parle vraiment des sujets d'usage interne. On voit en tout cas que l'audio permet justement de créer une proximité assez forte et donc d'engager et de fidéliser ses collaborateurs. Et puis, l'audio digital n'est pas en reste non plus sur des sujets d'augmentation de trafic web ou sur des sujets d'engagement sur les réseaux sociaux, puisqu'il est identifié comme le 3e canal le plus efficace sur ces sujets-là. On a quand même regardé sur ces thématiques quelle était la perception des usagers réels et ceux qui ne l'utilisaient pas, pour voir si on a des bénéfices constatés qui sont particulièrement marqués chez les utilisateurs, et donc des éléments qui puissent en tout cas acter le fait que le canal audio digital est performant. Et effectivement, on le voit sur la génération de leads plus qualifiés, c'est 43% des utilisateurs qui classent le canal en première position, contre 28% pour les non-utilisateurs. Donc en fait, c'est un bénéfice qui est mal perçu, clairement, par les non-utilisateurs, et qui, une fois qu'on est passé à l'action, est finalement bien pourvu et permet de générer vraiment du lead qualifié, donc d'accroître potentiellement son chiffre d'affaires. On l'a vu aussi précédemment. Et puis ce sujet de proximité, et notamment, comme le disait Stéphane, en cas de crise, est très important, mais pas qu'en cas de crise. C'est aussi un canal qui permet justement, par sa liberté de ton, par l'usage qui en est fait aussi en mobilité, de créer un lien assez fort avec ses collaborateurs. Oui, et puis il faut dire que c'est un peu historique. D'ailleurs, l'audio digital qui est finalement la version moderne de ce qu'était la radio. Il ne faut pas oublier que c'est un média qui inspire confiance, et c'est un des médias qui inspire le plus confiance quand on interroge les gens sur finalement les formats et la catégorie de médias auxquels ils se réfèrent la plupart du temps. Et bien finalement, la radio arrive en tête de gondole, et c'est lié
très probablement aussi effectivement Ouais. à la proximité, à l'intimité que crée ce canal-là. Et ça, c'est une qualité qui lui est propre. Et on arrive à ces fameuses questions concernant le ROI, puisque c'est un vrai sujet aujourd'hui, en tout cas un vrai questionnement de la part des non-utilisateurs de l'audio digital. Donc on a posé la question à l'ensemble de notre panel, on leur a demandé euh, à combien est-ce qu'ils estiment le ROI financier des différents médias qu'on leur a proposés. Et on a enfin, au-delà du canal vidéo qui effectivement est celui qui est aujourd'hui estimé comme étant le plus rentable, finalement l'audio digital se classe dans la moyenne haute des canaux les plus héroïstes, et on le voit puisque 62% de nos répondants estiment que les rendements engendrés par l'utilisation de l'audio digital sont au moins égal à l'investissement, et pour une grande partie d'entre eux, même supérieur, on voit 62% estiment que le ROI est positif. Donc ça classe en tout cas l'audio digital à peu près au même niveau que l'affichage ou la télévision ou la publicité digitale. Oui, et ce qui est intéressant, finalement, c'est de noter que, effectivement, bon, le ROI, d'une part, enfin, les chiffres montrent qu'effectivement, il est facilement, enfin, régulièrement positif, mais il est d'autant plus que les coûts d'investissement sont assez réduits, ou en tout cas bien moins que d'autres supports qui sont beaucoup plus gourmands en ressources, en moyens techniques, et moyennant une campagne de promotion et de médiatisation de ces contenus-là euh, réussie, et bien effectivement le ROI a toutes les chances d'être positif, et donc le succès au rendez-vous. Oui, puis on le voit justement, puisque les utilisateurs de l'audio digital sur le ROI, en tout cas, sont davantage à estimer que le ROI est positif. Ce qui veut dire qu'il y a une perception un peu faussée de la part des non-utilisateurs, puisqu'ils sont finalement que 53% à penser que ce canal est héroïste, alors qu'en réalité, ceux qui constatent réellement, enfin ceux qui en font l'usage constatent réellement, pour 75% d'entre eux, un ROI qui est positif. Donc on voit en fait ce qu'on a mesuré précédemment, ce qu'on a montré précédemment, c'était les chiffres du marché en général, donc aussi bien des utilisateurs que des non-utilisateurs, qui plaçaient l'audio digital à peu près au même niveau que le reste des autres canaux en termes de ROI. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est que les utilisateurs d'audio digital, eux, constatent un ROI assez fort. Si on regarde même dans le détail, sur la page suivante, on voit même que pour les utilisateurs de l'audio digital, il s'agit du canal le plus héroïste aujourd'hui sur leur utilisation de canaux de communication. Donc en fait, ça prouve vraiment qu'il y a un retour sur investissement. Stéphane le disait, les coûts d'investissement étant relativement faibles par rapport à d'autres canaux qui s'expliquent de façon assez naturelle finalement sur la mesure du ROI. Ouais, je veux juste ajouter quand même quelque chose, parce qu'effectivement, on dit que le ROI est plus facile à atteindre. C'est vrai que le format plus sobre réclame moins Mm. d'investissement. Cela étant, ça vaut le coup quand même de mettre suffisamment de moyens pour avoir des productions extrêmement qualitatives, à la fois dans la conception, dans le concept éditorial, à la fois dans La la promotion. qualité, oui, voilà, la qualité de la production, et évidemment la part qui est allouée à la médiatisation. Donc, je ne vais pas minimiser cette Oui, partie-là non clairement. plus. C'est quand même important. Et donc, c'était intéressant aussi de projeter un peu nos décideurs pour comprendre comment, dans le futur, allait évoluer l'usage de l'audio digital. Donc, on a demandé à nos répondants, pour eux, au cours des 2 prochaines années, est-ce que l'utilisation de l'audio digital allait augmenter, et dans quelle mesure. Donc, ceux qui sont déjà utilisateurs, à 75%, estiment que l'utilisation de l'audio digital va augmenter dans leur entreprise. Donc, ça prouve aussi que c'est un format qui est assez engageant et performant et efficace pour continuer à accroître ses investissements. Et puis, on le voit pour l'ensemble de nos utilisateurs, même donc ceux qui ne sont pas encore des utilisateurs de l'audio digital, ils sont 77% à estimer que l'utilisation de l'audio digital va augmenter. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce qu'on anticipe, c'est que c'est un format qui va exploser, se démocratiser. Donc, on l'a vu, aujourd'hui, c'est un moyen de différenciation sur le marché qui est bien perçu.
C'est le cas aujourd'hui, avec un usage beaucoup plus fort dans les années à venir. En tout cas, il y a certainement une prime à l'entrée, une prime au premier, qui peut être intéressante. Donc, dans les réflexions des directions communication et marketing, d'utiliser ce canal qui permet encore de se démarquer dans un marché qui n'en fait pas encore un usage fort, puisqu'on l'a vu, 48% seulement. Comparé à d'autres canaux, mais on doute que ce chiffre va augmenter de façon assez conséquente dans les années à venir. En tout cas, c'est ce que nous témoignent nos décideurs. Et puis, on leur a demandé à nos utilisateurs ce qui pourrait les décider à accélérer leur utilisation de l'audio digital dans leur campagne de communication. Évidemment, le sujet du prix arrive en tête, donc une baisse des coûts, la possibilité pour eux d'augmenter leur budget, mais aussi une hausse d'audience. On le voit, c'est les mêmes freins en tout cas, c'est les mêmes leviers que ceux qui étaient partagés par nos non-utilisateurs. Mais finalement, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a assez peu de motifs qui pourraient les pousser à accélérer, puisque finalement, l'audio digital aujourd'hui pourvoit à énormément d'objectifs. On l'a vu, augmentation du chiffre d'affaires, amélioration de l'image de marque, génération de leads qualifiés. Enfin, voilà, c'est en tout cas un canal aujourd'hui qui répond à des enjeux assez larges et de façon très efficace. Oui, puis la hausse d'audience, c'est à considérer de manière globale. C'est-à-dire que l'audio digital va venir s'inscrire dans une stratégie globale de communication où plusieurs sujets sont déjà activés et de longue date. Et l'audio digital va permettre d'aller toucher effectivement son audience autrement, différemment, en racontant les choses finalement avec un autre narratif et dans des contextes d'utilisation qui sont aussi différents. Donc il participe de ce point de vue-là à la hausse globale de l'audience, de l'ensemble des dispositifs inhérents à une stratégie de communication. Finalement, pour synthétiser ce qu'on vient de se dire, quelques indicateurs à garder en tête. Donc, effectivement, la moitié des entreprises aujourd'hui utilisent l'audio digital, donc une part finalement assez restreinte par rapport aux autres canaux de communication, mais on a bien vu qu'il s'agissait en tout cas d'un canal très complémentaire aux autres canaux de communication, qu'aujourd'hui il est perçu par le marché en général comme un canal de modernité, de différenciation et qui permet de créer une proximité forte avec son audience. Pour autant, aujourd'hui, les non-utilisateurs estiment que les coûts sont élevés, que le ROI est difficile à mesurer, et ils espéreraient, pour pouvoir passer à l'acte, une hausse de l'audience avérée. Donc, c'est finalement des freins qui sont aujourd'hui envisagés, anticipés par nos non-utilisateurs, mais on le voit, finalement, le retour d'expérience des utilisateurs finalement infirme ces freins, puisqu'on voit que aujourd'hui le sujet, enfin en tout cas le canal est très héroïste, on l'a vu du point de vue des utilisateurs, c'est le premier canal le plus héroïste, c'est celui qui permet de générer du chiffre d'affaires et de générer le plus de leads qualifiés selon eux, et puis c'est aussi un canal qui permet de créer de la proximité avec ses auditeurs. Et puis on le voit effectivement sur les engagements ou en tout cas les projections que font les décideurs, que c'est un canal qui va croître en tout cas dans les années à venir, avec une part de décideurs dans les ETI et grands groupes de 3/4 qui va augmenter l'usage de l'audio digital. Alors, ça y est, je crois qu'on a fini la présentation, Nadia. Bah, merci beaucoup pour toutes ces données. Vous voyez, donc, on avait à cœur de les partager avec vous parce que c'est finalement c'est une bonne manière de progresser et de mûrir sa réflexion sur ces questions-là. Et puis pour nous, c'est riche d'enseignements aussi pour apporter des réponses appropriées à nos clients et à toutes les questions qu'ils se posent quant à l'exploitation de ce type de format. Il y a un certain nombre de questions, donc je vais prendre quelques questions. Je vous remercie beaucoup évidemment pour votre participation. Là, j'ai une question de Johan, par exemple, qui nous demande si on a des exemples d'entreprises et de DRH qui utilisent l'audio digital dans leur organisation, dans l'objectif, de renforcer le lien direction collaborateur. Alors oui, plein.
En fait, comme ce que je disais précédemment, on en a plein. Ce sont même ces interlocuteurs-là qui ont été les plus quant à l'utilisation de ce format-là, et ceci dès les années 2010. Et je peux citer effectivement des grands clients pour lesquels on intervient comme pareil, alors dans des domaines assez variés. Hein. Je peux citer des gens comme Aesio, par exemple, qui donne rendez-vous aux collaborateurs de manière très régulière, à peu près tous les 2 mois, au travers des missions qui sont d'ailleurs en direct interactif, avec effectivement des questions, comme ce webinaire-là, sauf qu'on est exclusivement en audio. Parfois, il peut y avoir des versions d'ailleurs qui sont en radio filmée, ce qui est encore un mode hybride. Mais on a également des clients comme Manitou qui utilisent ce format-là pour accompagner les collaborateurs. Là aussi, ce sont des entreprises d'ailleurs qui ont une composante commune, hein, de grandes entreprises qui ont de multiples sites, donc une organisation avec une forte granularité. Donc les gens finalement d'un site à l'autre ne se connaissent pas tant que ça. Ils ne connaissent pas tous les métiers à l'intérieur du même groupe. Donc il y a un vrai intérêt à tisser des liens entre les différents métiers, les différents sites, et donner la parole à chacun de ces collaborateurs, parce que finalement, l'un des avantages de l'audio, c'est qu'il permet quand même une communication transversale, horizontale, et qui est de ce point de vue-là, très intéressante. Mais on a le Crédit Agricole, travaille pour beaucoup de composantes du Crédit Agricole, à la fois dans les caisses régionales et également à la fédération et au siège d'ailleurs aussi. Et finalement, là aussi, à chaque fois, on retrouve un peu cette réflexion-là. Et puis chez Groupama, voilà, je donne chez Engie par exemple. Et ce sont des entreprises qui travaillent beaucoup cette question-là, en plus des autres formats qu'ils utilisent par ailleurs, hein, bien sûr. Alors, on a d'autres questions. Je regarde. Alors, comment mesurer concrètement le ROI d'un podcast ou d'une web radio d'entreprise au-delà de la notoriété? Alors, au-delà de la notoriété, effectivement, qui est d'ailleurs une dimension qui n'est pas si facile que ça à mesurer, il y a une part d'impalpable là-dedans, mais enfin, il y a quand même des outils qui permettent de Les mesurer. sondages. Mais, elles sont absolument, notamment, voilà, exactement, c'est là où, Kylian Way est essentiel. Euh, Mais il y a quand même des outils très techniques, c'est-à-dire que sur les plateformes que l'on propose, sur lesquelles viennent, sur lesquelles on héberge finalement les productions que nous faisons pour le compte de nos clients, ces plateformes-là, notamment la plateforme Saouti Play que l'on édite, elle intègre un module de mesure d'audience qui est extrêmement précis et qui permet effectivement d'avoir précisément le nombre d'écoutes sur une période donnée, le nombre d'écoutes uniques sur une période donnée. Vous avez également le cumul par date, vous avez les moyennes horaires, les moyennes hebdomadaires, vous avez, si vous êtes dans une logique de communication de marque vers l'extérieur, vous avez toutes les écoutes, d'où qu'elles proviennent, qu'elles viennent de Spotify, d'Apple Podcast ou de tel site sur lequel le player a été partagé. Et vous avez également la durée moyenne d'écoute et donc voilà. Donc vous avez tout un tas d'indicateurs qui vous permettent quand même de mesurer de manière chiffrée finalement le comportement de votre audience. Ça vous donne aussi des billes, à la fois sur la façon dont vous communiquez sur l'existence du contenu en question, et ça vous donne des billes également sur la stratégie éditoriale. Et donc, ça permet d'affiner aussi dans le temps. On est dans un process finalement d'apprentissage un peu continu. Ça permet de mesurer dans le temps. Répond aux questions des utilisateurs, ou s'il faut continuer à améliorer. Donc oui, il y a des outils, de manière assez claire. Les tableaux de bord sont très précis. Alors, alors j'ai Natacha.
C'est intéressant pour les regards croisés ou lorsque les collaborateurs sont éloignés les uns des autres et parfois difficiles à réunir. Bon, alors donc là, j'ai une partie de la réponse tout à l'heure. Pour compléter la question de Johan, des exemples d'entreprises ou de projets qui utilisent l'audio digital pour l'externe et se faire connaître du grand public. Oui, il y en a plein aussi. C'est un peu plus récent. On va dire que c'est depuis 3, 4 ans. Il y a un engouement pour le format audio pour s'adresser à son écosystème externe. Ça, c'est un poil plus récent. En revanche, il y a une forte accélération, ça c'est clair. Les entreprises aiment se raconter aussi un peu différemment et autrement qu'en présentant leur catalogue de services et produits. Euh, Elles aiment partager leur ADN avec leur écosystème externe, leurs clients, leur audience. Et on a plusieurs exemples. Alors, je peux donner l'exemple de Beneteau, par exemple, qui est donc un champion du nautisme, un industriel du nautisme français, qui est basé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, mais qui est un acteur complètement international. Et à l'occasion de l'anniversaire de l'entreprise, qui est une entreprise qui a comme 140 ans, enfin qui a eu 140 ans en 2024, pardon, et qui a souhaité finalement raconter cette histoire entrepreneuriale, cette espèce de saga, au travers des grandes voix de navigateurs, la voix de la présidente emblématique, évidemment, qui a transformé complètement son entreprise en fleuron industriel, mais également au travers de la voix d'un certain nombre de collaborateurs du groupe. Et l'idée étant pas là finalement de vendre directement ou d'assurer la promotion des bateaux qu'ils font, qui leur font de commerce, qui sont leurs produits, mais bien de raconter ce qu'était l'entreprise et de partager finalement ses valeurs avec son écosystème. Donc on est vraiment dans une logique de communication de marque et ça voilà, ça c'est un exemple. D'autres exemples dans des domaines très variés. Par exemple, on travaille pour l'UGAP sur des questions qui peuvent paraître un peu plus austères autour de l'achat public. Voilà, qu'est-ce que c'est que l'achat public? Eh bien, finalement, aller prendre un angle qui permet d'adresser ces questions-là de manière pertinente pour faire référence sur son marché et en montrant finalement le sens que ça peut avoir pour les acteurs qui sont visés, donc en l'occurrence les acteurs du public, hein, puisque l'UGAP est la centrale d'achat des acteurs du public, des institutions publiques, eh bien c'est une manière, c'était le voilà, ils ont choisi l'audio digital pour le faire. Voilà. Et des exemples de cette nature, eh ben, on en a effectivement, on en a beaucoup. On pourra détailler ça ultérieurement si vous le souhaitez, bien sûr. La durée idéale. Ah, la durée idéale. Ah oui. Alors sur la durée idéale, n'est-elle pas un frein par rapport quelle durée idéale? La longueur n'est-elle pas un frein par rapport réel allez, par rapport Au au réel, réel, oui, ouais. qui sont très liés à la mode et très courts. Bah, à vrai dire, la longueur, ça dépend de ce qu'on fait, surtout. On peut faire des contenus audio extrêmement courts. Hein. On n'est pas obligé de faire des émissions de 20 ou 30 minutes. C'est pas du tout le cas. En général, quand on s'assoit à la table d'un de nos clients pour réfléchir à ces problématiques-là, il n'y a pas de tabou. C'est-à-dire qu'en fonction de l'audience que l'on vise, de son profil et en fonction des contextes d'utilisation et de la nature de ce que l'on veut communiquer, évidemment, les stratégies peuvent se matérialiser de manière très différente. On a des clients qui, dans des logiques de complémentarité avec les programmes de formation interne, par exemple, effectivement, vont aller utiliser l'audio pour faire des pastilles extrêmement courtes, où là, ça s'apparente d'ailleurs tout à fait au réel des réseaux sociaux, mais en version audio, extrêmement courte, pour rappeler des petits insights extrêmement importants et qui viennent compléter des programmes de formation un peu plus conséquents par ailleurs, qui peuvent reposer sur de l'audio ou pas d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de longueur idéale. Bon, si ce n'est que si on regarde un peu, voilà, on va se retourner vers vers les études qui sont faites plutôt pour satisfaire les besoins B2C de médiamétrie et de Raspberry, on a une durée. On voit que globalement, les gens consomment de l'audio et ça correspond d'ailleurs au temps de transport moyen dans des dans des dans des paysages urbains qui oscillent entre 15 et 20 minutes et c'est pas tout à fait par hasard puisque c'est effectivement l'un des contextes d'usage qui est plébiscité par nos clients. Après, ce que je dis est vrai dans un certain nombre de cas. Il n'empêche pas qu'il y ait des podcasteurs qui ont énormément de succès avec des podcasts dont la durée dépasse l'heure, voire parfois l'heure et demie, ce qui est tout à fait
finalement complémentaires. Donc, il y a différents types de formats et ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire, de qui on veut toucher et dans quel contexte d'usage. Alors, Johan, toujours, au-delà de la technique, y a-t-il la nécessité d'une expertise pour la scénarisation, la définition de la ligne éditoriale, la technique, etc., afin que l'audio soit le plus efficace possible? Proposez-vous cette expertise? Alors, oui, absolument. Il y a une dimension technique, ça c'est clair. L'équipe de Saouti, il y a deux grands métiers hein, chez Saouti pour faire très court. Il y a d'une part on édite, nous sommes éditeurs de logiciels, on édite des technologies et des plateformes qui permettent d'héberger et de distribuer dans tout l'écosystème digital. Ça, c'est une partie de notre métier. Donc, une boîte d'ingénierie de ce point de vue-là. Et puis, par ailleurs, Saouti Créative, c'est l'agence de production éditoriale et technique. Elle est composée de journalistes, de scénaristes, d'auteurs, de comédiens, de réalisateurs, réalisatrices, qui viennent tous du monde de l'audio, de la radio, de la télévision, du podcast. Et cette expertise-là, elle est extrêmement importante puisque il s'agit de communication, hein, il s'agit de prendre la parole sur un sujet donné pour aller toucher finalement l'audience requise. Et donc c'est même le nerf de la guerre. Et donc tout le travail, toute l'expertise qu'on apporte, c'est effectivement à partir de notre compréhension pardon, des enjeux de nos clients. Et là, on fait un travail très fin pour bien percevoir à la fois ce qu'ils souhaitent adresser comme problématique, quels sont les enjeux, et puis la façon dont ça va s'articuler avec l'ensemble des outils de communication qu'ils ont déjà expérimentés, et la façon dont l'audio digital va se loger et compléter finalement une dynamique un peu plus globale. Et à partir de là, effectivement, on va compiler l'ensemble des informations collectées au travers de briefs qui a nécessité, enfin, nécessairement, c'est des briefs qui sont quand même étoffés. On a besoin d'avoir des informations métiers sur l'organisation, sur les marchés adressés, etc. Et à partir de là, on va être capable de proposer des concepts, un concept éditorial, des concepts éditoriaux, et une fois qu'on est d'accord, bah, effectivement, on va pouvoir passer en production avec à la fois les bons intervenants et l'ensemble des composantes qui vont permettre finalement de concevoir un contenu qui permet de répondre à ces enjeux dans l'ensemble des facettes qu'ils présentent. Donc ça, c'est effectivement, ça c'est important, et c'est une très grosse partie de nos métiers. Quand je parlais de Beneteau tout à l'heure, quand je parle du Gap ou dans le domaine du tourisme avec des grands complexes hôteliers qui choisissent ce média-là également pour proposer des parcours finalement à ses clients. On répond de manière très différenciée. C'est vraiment du sur-mesure. Hein. C'est une dimension qui est extrêmement importante. C'est vraiment un travail extrêmement. Enfin, c'est de la dentelle. C'est du travail sur mesure pour répondre à des logiques qui sont pas du tout les mêmes quand on est un industriel des télécoms, un assureur, un complexe hôtelier ou un fabricant de bateaux. Et il n'y a pas d'autres questions, mais en tout cas, ça n'empêche pas d'en poser de manière asynchrone un peu plus tard si vous en avez. Donc, on sera ravis d'y répondre, que ce soit Nadia sur des questions plus, on va dire, méthodologiques et sur des résultats que tu as pu présenter, ou que ce soit nous chez Saouti et Saouti Créative. L'ensemble de nos coordonnées, vous les retrouvez sur ce slide, non, oui, en partie à travers du bouton contact. Vous pouvez télécharger l'enquête qui est tout à fait passionnante. Je vous y invite sur le bouton qui est en bas de votre écran à droite, je crois. Évidemment, on est disponible, saouti.com, et là vous retrouvez l'ensemble de nos coordonnées. Et puis, je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment. Merci Nadia. Merci beaucoup. C'était vraiment très, très chouette de t'avoir à nos côtés pour faire ce travail-là. C'était vraiment super. J'espère que vous avez eu des réponses à vos questions. Et encore une fois, rien n'empêche d'en poser des complémentaires un peu plus tard, via les différents canaux. Merci et à très bientôt. Bonne journée.